Souvent, la manière dont c'est en fait la manière dont en fait j'ai des partenaires qui sont souvent à la demande de ces projets-là. Par exemple, si on revient sur les premiers projets que j'ai institués qui n'étaient pas dans le cadre d'une décharge, je travaillais avec une entreprise d'ailleurs je continue à travailler avec une entreprise qui s'appelle Périgée, et en fait on a été sollicité par eux via un agriculteur puisqu'il travaille pour un GI2E. Et l'idée, c'était de réaliser des pesées de biomasse sur des cultures intermédiaires pour évaluer leur intérêt dans le cadre de la protection des cours d'eau. Donc, on s'est tout de suite retrouvé en fait en lien avec des partenaires du territoire sur des problématiques environnementales. Et ça nous convenait assez bien parce que ça permettait de mettre en place des expérimentations, d'avoir un lien avec le territoire assez fort et d'avoir des expériences qui étaient très professionnalisantes pour nos apprenants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déroulé sur plusieurs années et qui d'ailleurs a conduit à l'émergence de nouveaux projets, puisque le GI2E s'arrête cette année et qu'on est reparti avec Périgée sur d'autres projets, sur d'autres thématiques qui ont émergé, qui sont les thématiques d'utilisation d'alternatives aux produits phytosanitaires sous la forme de micro-organismes efficients et de macération. Parallèlement à ça, il y a le plan national recherche et innovation sur la betterave sucrière qui s'est mis en place en 2021. Et on a été en fait sollicité effectivement par le ministère pour participer à ces expérimentations, ce qui se calait bien aussi dans notre organisation pédagogique et dans la rénovation du BTS qui était à l'époque agronomie production végétale et qui est devenu agronomie et culture durable, sur lequel on a pu justement tester des alternatives. Donc on s'est retrouvé aussi avec des problématiques qui étaient fortes pour le territoire et qui étaient très engageantes et sur lesquelles il y avait beaucoup de débats avec nos apprenants, et ça nous a permis aussi de co-construire un petit peu des essais, donc de faire évoluer nos méthodes pédagogiques. Et en fait, à force d'être comme ça un petit peu pôle sur le territoire, on a été aussi sollicité par des acteurs extérieurs, puisque le porteur de projet que je suis sur la thématique de l'agrivoltaïsme, elle démarre en fait parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Urba Solar qui nous a sollicité pour, pour en fait gérer des parcelles qui allaient être mises en agrivoltaïsme par un agriculteur du territoire. Et en fait, on nous demandait de les gérer pour l'agriculteur qui allait partir à la retraite. Donc voilà, on a toujours été en lien sur ces différents projets avec notre territoire, avec nos apprenants, et ça a donné pas mal de sens à nos enseignements. Ce que tu nous montres, en fait, c'est qu'on part souvent de questions techniques, voire très techniques, Oui. et que derrière, il y a la question de comment on crée un petit écosystème pour passer du technique au pédagogique. Et comme tu le dis, ben, ça peut amener des changements dans ces pratiques pédagogiques. Alors, tout à fait, ça change, ça amène des changements sur les parties pédagogiques. Ça amène aussi des questionnements qui sont des questionnements citoyens, systématiquement. C'est-à-dire que quand on travaille sur les cultures intermédiaires pièges à nitrate, on travaille sur la qualité de l'eau et donc on travaille sur l'utilisation d'engrais et les conséquences que ça peut avoir. Alors, ce sont des choses qui sont très connues. Quand on est arrivé sur l'agrivoltaïsme, eh ben, on a tout de suite eu aussi des débats au sein des classes sur en fait l'impact que ça pouvait avoir sur le paysage. Et derrière, on a pu remonter des thématiques qui sont communes aux Hauts-de-France sur les énergies renouvelables et le paysage par rapport par exemple, à la problématique des éoliennes. Et on s'est retrouvé en fait sur des discussions où on n'était pas uniquement sur du technico-technique, on sortait, on allait bien au-delà de nos zones de compétences, hein, ce qui était passionnant. C'est pareil. Sur l'utilisation de macération, il y a tout un débat qui a lieu. Est-ce que c'est quel est le fondement scientifique de ça? Est-ce que ça a un sens? Pourquoi les agriculteurs veulent rentrer dans ça plus que par exemple sur l'utilisation de seuil? Est-ce que ça a une réalité? Et derrière, ça pose pas mal de questionnements qui sont extrêmement enrichissants. Et alors en termes de pédagogie, on se rend compte aussi que par exemple sur le PNRI betterave, on était rentré avec l'idée d'appliquer des recettes qui étaient proposées par l'Institut technique de la betterave et qu'on avait été en but en fait assez rapidement avec les apprenants. Et on s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait pouvoir faire évoluer les pratiques, c'était plus quelque chose qui était de l'ordre de la co-construction, c'est-à-dire de travailler à ce que eux nous proposent des expérimentations qui fassent sens pour eux. Justement, puisque tu parles de travail en commun avec des collègues.
hein, ça Mhm. élargit le spectre du travail avec les jeunes aussi, Oui. mais également avec les partenaires territoriaux. Est-ce que aujourd'hui, là où tu en es dans ton projet, tu as des questionnements plutôt sur ce lien avec les partenaires territoriaux? Parce que je crois que tu as une expérience qui peut inspirer des collègues. Alors, en fait, les partenaires territoriaux, ils sont plutôt très moteurs dans le travail qu'on fait. C'est-à-dire que, comme ils étaient intéressés par rapport au projet, hein, si je reviens sur l'agrivoltaïsme, eux, la réussite de leur projet, elle passait sur la qualité de ce qu'on pouvait proposer. On avait des réunions qui étaient enfin, très courantes, hein, en fait, avec eux, puisque on se réunissait régulièrement dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait un travail à faire avec l'administration. Il y avait aussi beaucoup un lien qui se faisait avec l'équipe de direction, et qui permettait en fait d'échanger sur les problèmes, les difficultés à lever, et puis aussi sur les suites à donner à tout ça. Et bah, pour être très honnête, hein, c'était quelque chose de quand même relativement fluide, entre ce qui pouvait se passer avec ces partenaires-là. Alors on a pu aussi les intégrer pour certaines classes sur des réunions en visio, pour leur faire découvrir aussi ce que c'était que ce partenaire-là, qui il était, qu'il existait. Et ça nous a permis aussi de découvrir d'autres partenaires qui étaient parfois des voisins, hein, puisque l'agriculteur sur lequel on devait travailler, c'est devenu un partenaire du lycée, ça ne l'était pas forcément au départ. Mais parfois, bah, la situation peut se compliquer. Alors, les situations territoriales, avec le travail, avec le territoire, sont euh, riches, mais peuvent conduire à des écueils ou à des difficultés, puisqu'effectivement, sur le porteur de projet en agrivoltaïsme, tel qu'il était présenté, le projet a subi un revers, on peut le dire comme ça, puisque en courant d'année dernière, en fin d'année dernière, en fait, il y a les tarifs de rachat de l'électricité en photovoltaïque ont baissé. La convention qui liait Urbasolar avec l'agriculteur sur lequel on devait mettre en place des terres arrivait à échéance. Et notre partenaire Urbasolar a proposé une convention à l'agriculteur dans laquelle le prix de rachat, enfin le prix de la location de ces terres, était divisé par 6. Bon, l'agriculteur, du coup, a décidé d'arrêter le projet tel qu'il était présenté et donc nous a laissé, en fait, enfin, je dirais pas nous a laissé tomber, mais il a décidé de partir à la retraite. Et du coup, le projet a évolué. Alors, il a évolué et il continue à évoluer. En fait, il a évolué dans deux axes, c'est-à-dire que l'agriculteur partant à la retraite a proposé à l'exploitation agricole, enfin au lycée, de reprendre son exploitation agricole de 150 hectares. Bon, je ne donne pas les montants, mais si jamais il y a besoin, je les donnerai pour expliquer. Pour l'instant, cette offre-là, elle a été refusée en tant que telle. Elle est en train de revenir sous une forme où on reprendrait, alors c'est de la reprise, hein, c'est de la cession, c'est pas du rachat, une vingtaine d'hectares qui sont à proximité de nos parcelles. Donc on voit que le projet, qui était au départ d'exploiter en location des parcelles en agrivoltaïsme, devient un projet de reprise de terres agricoles. Donc notre exploitation passerait de 70 à 90 hectares, tout en sachant qu'on n'a pas non plus abandonné l'idée de la mise en place de l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire que là, ce qu'on dirait, c'est qu'au lieu de les mettre chez quelqu'un d'autre, où on voit qu'il y a beaucoup de complexité d'un point de vue juridique à pouvoir monter un projet et à pouvoir le suivre, ça serait d'installer des panneaux sur les terres actuelles du lycée agricole. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'avancer sur ce sujet-là, puisque on a besoin d'un retour de notre autorité régionale et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de, de rendez-vous là-dessus. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ces projets territoriaux peuvent conduire à des échecs, peuvent conduire à des choses qui ne sont pas prévues, et pour autant, ils continuent d'avancer, ils continuent d'exister, mais dans des dynamiques qui ne sont pas forcément des dynamiques qu'on avait imaginées au départ. Mon avant-dernière question, parce que je vois le temps qui Mhm. court. Le porteur de projet dans tout ça, face à ces aléas, ces incertitudes, euh, ça demande quelques compétences quand même, de navigation un peu. Alors, je dirais des compétences et des savoir-être peut-être quand même. Il faut quand même une certaine forme de lâcher prise, je pense, par rapport à ce qui est écrit au départ, puisqu'on a tous commencé à faire un projet où on a mis des jalons sur nos projets, où on a donné des objectifs à atteindre, et on voit bien que
On aimerait que ça réussisse, sauf que ça dépend pas que de nous. Même des fois, ça dépend pas du tout de nous. Moi, je n'ai aucun contrôle sur le tarif de rachat de l'électricité. Voilà. Ah bon? Après, quelles sont les compétences qu'il faut avoir? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette dynamique de projet, le rôle du porteur de projet, c'est d'être celui qui va faire circuler l'information, qui va trier celle qui est la plus importante et qui va essayer d'apporter, de voir ce qu'il peut tirer de riche de cette expérience et d'en retirer quelque chose qui va être un avantage pour la pédagogie, puisque c'est quand même l'objectif d'un établissement, et derrière pour l'établissement en tant que tel. C'est-à-dire que, en fait, réussite et échec sont des notions qui sont tout à fait relatives. Qu'est-ce que c'est qu'une réussite? Qu'est-ce que c'est qu'un échec? Et qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes dans les projets qu'on mène. Il y a beaucoup de choses qui sont riches aussi à voir. C'est pareil, là on parle du travail avec les partenaires, le travail aussi à l'intérieur des lycées, c'est-à-dire avec qui on est partenaire, avec quels enseignants, avec quels élèves, ce sont des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Moi, je constate que dans mon établissement, euh, je utiliser ce projet-là dans les classes est aujourd'hui très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai créé, c'est un espèce de, entre guillemets, comité de pilotage ouvert qui s'appelle le club Bouge ta ferme, qui va avoir lieu tous les lundis après-midi entre 15 heures et 19 heures, où j'accueille les élèves qui sont volontaires pour travailler avec moi. Et à partir de ça, je travaille sur mes projets que je leur présente, mais aussi je reprends leurs projets. Et donc, du coup, il y a d'autres projets qui se greffent et finalement, on arrive toujours à faire du lien. Mais ça demande quand même une certaine forme de souplesse, certaine forme de capacité à s'adapter et une certaine forme de capacité à trouver des idées nouvelles au fur et à mesure du projet. Capacité à inventer en fonction de tout cela. Ma dernière question, puisque c'est notre sujet, et avant d'ouvrir la première table ronde, c'est toi, cette notion de territoire, comment comment tu la définis, comment tu l'appréhendes au regard des expériences qui sont les tiennes et encore des expériences en cours? Alors, le territoire, pour moi, alors, on peut le définir de bien des manières. C'est un espace géographique, c'est des acteurs privés, c'est des acteurs publics, c'est des administrations, c'est aussi des citoyens. Si on regarde le territoire, c'est aussi un lieu de conflictualité. C'est-à-dire, c'est un lieu où vont s'affronter des, euh, des ambitions qui sont différentes, des objectifs qui sont différents. Et c'est aussi quand même un lieu où finalement les contradictions qu'on peut voir émerger, on va être obligé de les résoudre. C'est un lieu de résolution des contradictions. Donc c'est un lieu quand même qui est extrêmement riche, qui est extrêmement intéressant, qui n'est pas tout à fait facile à gérer, hein. J'ai parlé des difficultés qu'on peut avoir. Il y en a bien d'autres, puisque j'ai aussi d'autres partenaires, d'autres collègues qui travaillent sur d'autres projets avec d'autres acteurs de territoire. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le territoire, c'est devenu quelque chose qui nous est... Enfin, ça a toujours été très important. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même, on devient finalement dans des territoires, les établissements agricoles deviennent des points de repère pour les partenaires, avec des partenaires qui veulent travailler avec nous, qui ont besoin de nous, beaucoup plus que ce que c'était avant, et qui vont davantage nous solliciter que nous ce qu'on sollicite. Je reprends juste un dernier exemple. La Chambre d'agriculture régionale est un partenaire qui nous sollicite de plus en plus pour faire des projets avec les apprenants, parce que ça commence à faire partie de leur mission. Voilà. Mon micro, c'est mieux. Je disais merci Samuel d'avoir ouvert ces échanges, amené de l'eau au moulin et on va partir sur la première table ronde euh, sans vous présenter les intervenants, juste vous les nommer. Ils se présenteront eux-mêmes dans quelques instants. Voilà, vous voyez mon écran. Donc, première table ronde avec experts et scientifiques. Adrien Mouller, Vébratif, Aurélie Cardona et Damien Toublanc, on les remercie d'avoir pris du temps. La règle du jeu, c'est on a une petite heure d'échange entre nous. Et puis ensuite, préparez vos questions. On aura une demi-heure d'échange via le chat. Envoyez-nous les questions. On a Henri et Anouchka qui vont trier les questions. Et puis ensuite, on aura une première pause.
Donc, j'arrête mon écran et ben, je vais vous demander les uns les autres, voilà, de vous présenter. Il y a Aurélie qui est là, Hervé Brédif qui est là également, Damien Toublanc, est-ce que Damien est arrivé? Et Adrien Boulet, Adrien, je l'ai vu aussi tout à l'heure. On commence peut-être, Aurélie, un petit mot de qui tu es, te présenter très rapidement. Oui, oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cette table ronde. Alors moi, je suis sociologue à l'unité co-développement à l'INRAE à Avignon. Et alors, pour me présenter rapidement, en fait, là, je vais vous parler. Enfin voilà, j'ai un peu une double casquette, on peut dire, puisque moi, dans mon travail de chercheur, je travaille sur l'accompagnement des transitions agroécologiques. Mais je fais ça en m'impliquant plutôt dans des projets de recherche-action, recherche-développement, c'est-à-dire que c'est en général des projets de recherche qui visent à accompagner voilà, du changement sur les territoires. Et en même temps que je fais ça, j'ai un positionnement plutôt en sociologie des sciences et techniques où en fait j'essaye d'analyser ces processus de recherche-action, de recherche-développement et j'essaye de comprendre un peu qu'est-ce que ça demande comme compétences particulières aux chercheurs, qu'est-ce que ça demande éventuellement comme manière, enfin comme modification dans leur manière de faire leur travail en fait, et éventuellement aussi comment ça transforme les types de savoirs produits. Merci, on va revenir vers toi très bientôt. Adrien. Le micro. Bonjour à tous. Adrien Boulet, moi je travaille pour PAM, PAM qui est une association de développement agricole, une association qui travaille depuis un peu plus de 30 ans sur les dynamiques collectives et les transitions, et notamment transition agroécologique, transition humaine et organisationnelle aussi, et transition alimentaire dans les territoires. Et voilà, je suis basé à Rennes et on accompagne des projets de collectifs agricoles, puisque c'est voilà, c'est notre objet de travail principal, c'est les dynamiques collectives. Merci. On va poursuivre le tour de table avec Hervé Brédif. Un petit mot de présentation, Hervé. Hervé Brédif, bonjour. Je suis enseignant-chercheur, professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, Géographe d'adoption, pas de formation, puisque je suis agro-Sciences Po de formation. Et au-delà de mes activités d'enseignement et de recherche, je fais de la facilitation dans les territoires. J'essaie d'aider sur des problèmes complexes et multi-acteurs, des acteurs à mieux cheminer ensemble. Merci. On a Damien Toublanc qui doit avoir un petit retard ou un problème de connexion. On essaie de régler ça. Il va nous rejoindre dans quelques instants. J'avais envie de démarrer avec Hervé Brédif en vous demandant, mais cette notion de territoire, elle a quand même un certain historique. Et est-ce qu'elle mériterait pas un petit peu aujourd'hui d'être, on va dire, revue, réorientée? Enfin, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Ouais, sûrement beaucoup à en dire. Je pourrais peut-être plutôt parler de mon expérience personnelle. En fait, je vous disais que je n'étais pas géographe de formation et j'ai été amené assez tôt, en sortant de mes études à l'agro et à Sciences Po, à travailler dans des enceintes internationales sur des questions de durabilité forestière et à réaliser qu'il n'était pas du tout question de territoire. On parlait de... D'ailleurs, vous connaissez tous la formule, l'aphorisme penser global, agir local. Donc, entre le global et le local, il n'y a pas visiblement autre chose. Et puis, j'ai réalisé dans ces enceintes et dans ces processus internationaux que il y avait des choses très intéressantes qui se faisaient. Il y avait des rapprochements entre des pays, entre des groupes d'acteurs assez intéressants qui se produisaient, mais on aboutissait assez souvent à des soi-disant stratégies qui n'en avaient que le nom, qui en fait ne correspondaient qu'à des plans d'action. Et dans ces plans d'action, qui se voulaient prescriptifs, qui listaient des tas d'actions, et bien, en fait, soit ça suivait pas véritablement, soit on s'en remettait avant tout aux États pour faire les choses. Donc, j'ai essayé de trouver, de voir s'il n'y avait pas de démarche de manœuvre ailleurs. Donc, j'en suis revenu à des démarches
assez territoriale pour réaliser qu'il y avait des choses très intéressantes qui se passaient, mais au même moment, je constatais que dans la littérature, il y avait d'un côté des notions de territoire qui étaient assez classiques, qui sont celles qu'on trouve dans les dictionnaires, soit généralistes, soit spécialisés, quand on vous dit par exemple que c'est un espace socialement construit conduisant à renforcer l'identité du groupe, ou que c'est une portion d'espace terrestre appropriée par un groupe. Voilà ce qu'on enseigne habituellement dans les UFR de géographie. Et puis quand on passe par les instituts de sciences politiques, on vous dit plutôt que le territoire, c'est l'ère de souveraineté de l'État, là où l'autorité de l'État, sa légitimité, sa souveraineté s'exerce. Et donc j'avais d'un côté ce genre de définition qui semblait avoir donné une définition définitive à ces notions, puis d'un autre côté, j'ai réalisé à mesure que je cheminais dans la recherche que finalement, il y avait aussi des personnes qui remettaient complètement en cause ces définitions. Par exemple, dire du territoire que c'est un espace approprié par un groupe humain, on peut le dire pour tout, nous dit Jacques Lévy, le géographe Jacques Lévy. Donc dans ce cas, ça n'apporte rien. C'est valable à toutes les échelles et ça peut se dire tout le temps. Donc à quoi ça sert? J'ai réalisé aussi dernièrement, il y a quelques années, à l'occasion des mouvements des Gilets jaunes, que l'on pouvait opposer la France des métropoles à la France des territoires. Donc, qu'est-ce que voulaient dire toutes ces notions, toutes ces acceptions? Et donc, effectivement, dans un premier temps, je dirais, il y a à la fois beaucoup de choses qui sont écrites sur le ou les territoires, et en même temps des définitions courantes qui ne sont pas véritablement satisfaisantes. Et donc, ça a été le deuxième temps de ma recherche, que de me dire, mais finalement, de quoi parle-t-on, puisque je suis passé par un moment où, pour moi, le territoire allait un peu de soi. J'y faisais des démarches en Charente, sur l'eau, en Beldon, Grésivaudan, sur la Foreuil. Il y avait des choses très intéressantes quand on prenait le temps de rencontrer les acteurs actifs dans ces territoires. Et en même temps, de voir que du côté de la recherche académique, il y avait ceux pour qui ça allait de soi, on n'avait pas de questions à se poser, et puis ceux pour qui c'était une notion qui n'allait plus vraiment de soi. Et donc, comment renouveler un petit peu cette notion, comment lui redonner sens et faire qu'elle soit un peu plus opératoire, peut-être? Alors, elle est, je pense, opératoire d'ores et déjà. En revanche, bah, là aussi, je peux peut-être plutôt, je n'ai pas envie d'être prescriptif, je veux plutôt vous dire comment moi j'ai essayé de m'en sortir. Eh bien, je me suis plongé dans beaucoup de choses, beaucoup de textes. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ces questions, en particulier des géographes, mais pas seulement. Et il m'a semblé qu'en fait, qu'il fallait abandonner quelque part ces définitions prétendues synthétiques du territoire, en particulier celle qui prétend que le territoire peut se résumer à une portion de l'espace terrestre appropriée par un groupe social. Parce qu'en réalité, d'un auteur à l'autre, eh bien, il y avait des conceptions et des points qui étaient mis en avant, ou des aspects qui étaient plus particulièrement regardés dans les notions de territoire, qui étaient différentes. Et j'en ai distingué 4 dans un bouquin qui reprend en fait une bonne partie d'une habilitation à diriger des recherches que j'ai écrite. Et ces 4 lectures, donc, elles constatent que pour un certain nombre d'acteurs, y compris des scientifiques, des chercheurs, le territoire, il est avant tout vu sous l'angle comment dire, c'est un peu le domaine, le système de déploiement d'un phénomène biophysique, en fait. On retient avant tout du territoire sa nature biophysique. Par exemple, les agences de l'eau et la loi sur l'eau sont régies sur des logiques de bassin versant. Donc là, on ne se soucie pas de savoir s'il y a un groupe humain, à la limite, si c'est un espace approprié ou quoi. C'est un espace biophysique et c'est le fonctionnement de ce système biophysique qui détermine des territoires. De même, on peut définir des territoires de la biodiversité, des territoires du risque quand on s'intéresse au séisme et ainsi de suite. Et puis à la limite, c'est un peu la définition de l'éthologie quand elle nous dit d'un animal qu'il est territorial. Qu'est-ce que c'est qu'un animal territorial? Eh bien, c'est son espace de vie, de parcours, et ainsi de suite. Et il y a une autre définition, bien sûr, qui vient plutôt de la science politique ou qui s'intéresse d'abord à des aspects institutionnels et qui va considérer le territoire comme
l'ère de souveraineté et d'exercice d'une autorité politique. Alors, bien sûr, c'est vrai au premier chef pour les États, puisque c'est le territoire sous cet angle est l'un des trois attributs de l'État avec le gouvernement et le peuple, mais ça se décline à des échelles infra et à des échelles supra, et cette fois, donc, ça met l'accent avant tout sur les institutions qui gouvernent le vivre ensemble, qui définissent un ensemble de règles, de juridictions, ainsi de suite. Il y a une troisième acception qu'on trouve plutôt chez des géographes, chez des anthropologues aussi, qui met l'accent sur le territoire comme matrice d'une identité culturelle et d'une appartenance. Et c'est pas de l'appropriation, c'est pas le mot d'appropriation qu'on trouve classiquement, c'est l'appartenance, un sentiment d'appartenance qui procède bien sûr d'éléments qui ne procèdent pas que d'éléments humains, d'éléments sociaux, mais qui procèdent aussi d'une relation à des éléments physiques et autres historiques, patrimoniaux, qui aident le groupe à se sentir de quelque part plutôt que d'ailleurs. Et puis il y a une quatrième acception qu'on trouve plutôt chez des économistes. Par exemple, Pierre Vels a écrit de très, très intéressantes choses à ce sujet, qui pense plutôt le territoire sous l'angle d'un élément ou d'un maillon, d'un système réseau monde, d'un réseau économique et financier mondialisé. Et en fait, pour répondre à votre question plus précisément, quand on a ces quatre lectures, on s'aperçoit de deux choses. D'une part, qu'elles disent toutes des choses intéressantes, qu'elles ne sont pas substituables, mais qu'il ne faut pas chercher elles ne sont pas nécessairement coextensives au même espace. Et donc, j'ai été amené à travailler en relisant les différents endroits où j'avais été amené à travailler, par exemple le plateau de Saclay, je me suis aperçu que pour certains acteurs, défenseurs de l'environnement, de la protection du cadre de vie, le plateau de Saclay, dans sa partie supérieure avec ses vallées autour, formait un territoire biogéographique, biophysique parfaitement cohérent, visible, repérable, sauf qu'il y avait pour eux, grosso modo, qu'il était repérable. Parce que le territoire institutionnel, il ne considérait pas du tout ce même espace. Il y a une limite entre le département des Yvelines et l'Essonne qui passe au milieu du plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, il est explosé entre communautés de communes, d'agglomérations. Il y a même un bout du parc naturel régional de Chevreuse. Donc, institutionnellement, ça ne coïncide pas du tout avec cet espace biogéographique. Quand on prend l'angle économique, et qu'on s'intéresse à quel est le territoire pertinent sous l'angle de la mondialisation du territoire, qui compte du territoire où se fait de l'innovation, eh bien, les spécialistes du développement en Île-de-France vous disent mais c'est certainement pas le plateau de Saclay, c'est qu'un bout d'un archipel économique qui se joue dans 7 ou 8 pôles métropolitains de l'Île-de-France. Et puis, sur le plan culturel, eh ben, il n'y a pas de matrice culturelle parce que sur le plateau de Saclay et les vallées environnantes, il y a un grand brassage entre plein de populations, ça change tout le temps, donc on ne peut pas vraiment trouver une identité. Donc, en prenant ces quatre entrées qui disent des choses à chaque fois intéressantes, eh bien, ça permet peut-être d'envisager la question du territoire ou du territorial différemment en se disant, eh bien, plutôt que de faire comme si tout ça interagissait toujours parfaitement, regardons dans les différents espaces que l'on considère, comment ces quatre entrées, ces quatre lectures, ces quatre approches, que sont-elles déjà? Dans quelle mesure, jusqu'où et avec quelle intensité se développent-elles? Il y a des endroits très clairement où je vous disais le plateau de Saclay, c'était un peu le niveau zéro de la matrice identitaire et culturelle. Si vous allez dans le Pays Basque, c'est évidemment pas la même chose. Pareil pour l'économie et ainsi de suite. Donc déjà, regardez ce que ces quatre approches sont dans un espace donné. Et puis deuxième chose, voir dans quelle mesure ces différentes approches s'articulent entre elles. Est-ce qu'elles s'articulent dans le même espace? Est-ce qu'elles se coordonnent? Est-ce qu'elles essaient de jouer les synergies? Samuel Quinton disait que le territoire, c'était un lieu de conflictualité et de résolution de contradictions. C'est pas que dans les acteurs, c'est aussi dans ces approches même. Parfois, les institutions, la logique institutionnelle ne se fait pas du tout de concert avec la logique des petites gens, des acteurs de ces territoires. Ça peut être en conflit très fort. La logique de l'État, la logique des grandes institutions publiques peut ne pas du tout s'articuler favorablement avec des logiques économiques d'ouverture au monde. Donc voilà déjà une première manière. Merci. On va garder ces idées de dialogue et d'articulation, de mise en dialogue et mise en articulation. On a appris que Damien Toublanc était souffrant ce matin, il ne pouvait pas être avec nous, donc je dirais peut-être 2-3 mots
tout à l'heure de ce qu'il devait nous raconter. J'ai envie de donner la parole à Aurélie Cardona maintenant, parce que dans les différents acteurs ou institutions qui vont être en jeu dans ces projets autour de, je ne sais pas si on peut parler de développement ou d'enveloppement des territoires, il y a souvent, on va souvent chercher les chercheurs. Et la question que j'ai envie de poser à Aurélie, c'est quelle place ils jouent, les chercheurs, dans ces dispositifs-là où on essaie de faire des choses avec les territoires, comment ils s'articulent, comment ils collaborent avec les acteurs pour des solutions qu'on espère soutenables, durables, agroécologiques, ainsi de suite. Aurélie, si tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Oui, je vais essayer. Donc, oui, donc, bah, du coup, je vais vous parler un peu du côté, voilà, comment on vit ça du côté de la recherche et bon, avec un regard un peu distancié de sociologue des sciences. Donc, je vais notamment me baser sur, il y a quelques années ici, là, dans mon unité. Donc, on est une unité où on travaille beaucoup bah, en recherche-action, recherche-développement, dans plein de disciplines différentes, donc agronomie, économie, géographie, écologie. Et en fait, il y a quelques années, on a un peu essayé de regarder nos différents projets et on a essayé un peu de tirer des enseignements sur qu'est-ce qu'on pouvait dire du travail du chercheur quand il est dans ces situations-là, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec les acteurs, voilà, sur les territoires. Donc, je vais beaucoup me baser sur cet article-là qu'on a fait, donc qui est issu d'un travail collectif ici. Alors, ce que je peux dire, c'est que ben, peut-être quand on va chercher le chercheur, donc c'est ce que nous des fois on observe sur le terrain, c'est que on va le chercher parce que voilà, il y a des représentations sur le chercheur, qui est que le chercheur, bah, c'est quand même il va potentiellement pouvoir apporter la solution et la solution objective. Voilà, en tout cas, une solution. Puisqu'il est chercheur, bah, on se représente souvent qu'il a, voilà, il a mis en perspective différents éléments en balance, il va nous présenter la solution et qu'il est assez neutre dans cette production de solutions. Et alors, nous, c'est quelque chose auquel on est souvent confrontés, en fait, nous-mêmes, mais qui, voilà, nous pose question, parce que, voilà, enfin, parce qu'évidemment, le propre de la connaissance scientifique, bah, c'est qu'elle est produite selon des méthodes qui sont explicitées, on présente ses données, ses sources, on a des méthodes reconnues, qui sont censées produire des connaissances robustes, voilà, reconnues dans notre communauté de rattachement. Et c'est ce qui différencie donc cette connaissance scientifique, voilà, de l'opinion notamment. Mais en fait, finalement, ça, le fait que la connaissance elle soit robuste, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est neutre en fait, ou que on apporte la solution ou la bonne solution quoi. Et donc en fait, que le chercheur finalement, il va de par son parcours, sa formation, son intérêt aussi personnel il va aborder les choses de manière très différente, quoi. Il peut l'aborder de manière très différente en fonction de sa discipline. Et donc, je dirais que peut-être un des premiers points à se dire quand on va travailler avec un chercheur, quand on va chercher un chercheur, bah, c'est de bien travailler le moment de la problématisation du problème qu'on veut traiter, en fait, pour se dire qu'on est allé chercher ben, le bon chercheur au bon moment, le chercheur qu'il nous fallait, et le chercheur qui va nous permettre de traiter ce problème-là. Et donc, la question on va dire, de la durabilité, des transitions, de l'agroécologie, est-ce qu'elle vient bouger des lignes? Est-ce qu'elle clive? Comment le chercheur peut apporter quelque chose? Je ne sais pas si le mot apporter est le bon mot, pour mieux comprendre, mieux trouver sa place dans la situation dans laquelle les acteurs et le chercheur avec se situent. Ouais. Alors, pour ce qui est des questions bah, voilà, de durabilité ou de transition agroécologique, bah, on considère en fait, voilà, ça a été assez théorisé, que ce sont des problèmes de nature complexe. Donc, complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est que c'est des problèmes qui se composent de différentes caractéristiques. Donc, complexe, ça veut pas dire, enfin voilà, se différencie de compliqué.
Le problème se compose de différentes caractéristiques et ces caractéristiques sont en interaction entre elles et avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on a un problème donné et puis il va se composer de plein de compartiments en fait qui vont interagir entre eux, qui évoluent dans le temps souvent. Et ce sont souvent des problèmes chargés d'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément comment ça va se développer dans le temps. Voilà, quand on prend la transition agroécologique, on se dit bon bah ok, on va vers la transition, mais c'est pas pour ça qu'on a forcément en vue la solution exacte vers laquelle on veut aller. D'où l'incertitude. Et dernier élément qui est très important sur ces problèmes de durabilité, c'est que ce sont des problèmes controversés. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir des controverses, ils vont concerner une diversité d'acteurs. Et il va y avoir des désaccords, des discussions, des controverses. Et en fait, on peut pas réduire ça. En fait, ça fait partie de la question à traiter. Et ça a été dit dans l'intervention avant, c'est aussi ça en fait qui peut être très nourrissant en fait pour comprendre le problème, c'est d'être à l'écoute de ces controverses, de les gérer, de les prendre en compte, de les prendre à bras le corps pour arriver à mieux comprendre le problème, quoi. Et donc peut-être ce que je peux dire un peu sur la place du chercheur et peut-être la manière dont on peut travailler quand on est voilà, dans ces questions de ces postures en tout cas de recherche-action. C'est-à-dire que finalement, le chercheur, effectivement, il va pas être celui qui apporte la solution, la bonne solution. Il va peut-être être celui qui apporte un bout de solution en fonction de ses compétences et il va donner en fait un bout d'intelligibilité au problème, mais seulement un bout en fait. Il va pas forcément pouvoir attraper tout le problème justement parce qu'on est face à ces problèmes complexes. Donc peut-être pour un peu ancrer mon propos, je peux vous donner un exemple qui est un exemple, voilà, parce que ces questions-là, elles sont pas simples à aborder, hein, je vous le dis, parce que nous, on forme aussi nos doctorants, en fait, nos chercheurs, nos jeunes chercheurs, en fait, à se dire que, en fait, même en tant que chercheur, voilà, on prétend pas qu'ils vont apporter la solution, même s'ils peuvent en avoir parfois l'illusion au début de carrière. Et donc voilà, c'est un exemple que moi j'aime bien utiliser avec eux pour leur faire comprendre en fait cette diversité de la manière dont on peut se positionner le chercheur. Donc, si on prend le problème du risque de submersion, par exemple, du marais Poitevin. Donc, c'est un problème qui concerne, donc je vais reprendre un peu des choses qu'a dit monsieur Brédif juste avant. C'est donc le marais Poitevin, c'est un espace économique, c'est un système écologique. Il y a sur lequel, voilà, dans cet espace-là, il y a des habitants, des associations de protection de la nature qui vont avoir différents rapports à leur espace. On est dans une situation d'incertitude, puisqu'on est dans une situation de risque, de submersion, voilà, plus ou moins long terme, qui évolue en fonction voilà, de l'évolution du réchauffement climatique, de la nature de l'occupation du territoire. Et en fait, on va avoir différents acteurs qui vont avoir différentes positions face à ce problème en fonction de leur vécu, leurs enjeux. Et donc là, on voit que ce problème, en fait, du coup, on est face à un problème qu'on peut dire complexe, au vu de ce que je vous ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Et donc, ce problème-là, on peut vouloir le résoudre avec des spécialistes de la retenue d'eau, avec l'aide de digues. Et donc, ça va être ce que va proposer, par exemple, un spécialiste des ouvrages hydrauliques. Mais on peut aussi le résoudre d'une autre manière. Donc, c'est des choses voilà, qui sont effectivement en discussion, en controverse. On peut le résoudre en se disant, on va laisser faire la submersion parce que c'est le propre des marées, en fait. Et c'est ce que va potentiellement proposer un écologue. Mais vous voyez les problèmes que derrière ça peut causer, en fait, de laisser submerger le marais avec l'agriculture qui est présente, etc. Et enfin, on peut aussi considérer que c'est à la population de déterminer ce qu'elle souhaite. Ça peut être aussi une manière de faire, en mettant en évidence en fait les différents enjeux, les controverses. Et là, ça va peut-être être plutôt ce que va faire pour le coup l'anthropologue, certains sociologues, pour ensuite avancer sur la construction de solutions. Et donc, vous voyez que dans la différentes interventions de ces experts ou de ces chercheurs, en fait, ça va pas du tout produire la même chose ou en termes de connaissances produites. Et donc, il va vraiment arriver à falloir en fait, clarifier, rendre intelligible en fait toutes ces parties prenantes, tous ces problèmes pour se dire qu'est-ce qu'on veut traiter. Et peut-être qu'on va sûrement pas pouvoir traiter tout en même temps, qu'il va y avoir une question de temporalité qu'il va falloir prendre en compte. On va se dire, on va hiérarchiser les problèmes à traiter au moment où on intervient, en fonction peut-être des enjeux des acteurs, de ce qui est le plus brûlant à ce moment-là ou le plus urgent, et que peut-être qu'il y a des choses qu'on pourra traiter plus tard et peut-être avec d'autres
personnes, d'autres acteurs, et que peut-être il faudra recomposer le collectif des personnes engagées, et y compris des chercheurs engagés dans le traitement du problème. Ce que tu nous dis, c'est aider à rendre intelligible et finalement laisser aux acteurs le choix des solutions. Alors, si je me place dans une perspective, en tout cas pour ma part, de démocratie, quoi, délibérative, oui, c'est la posture que je vais tenir, c'est-à-dire que oui, je considère que dans un État démocratique, et ça c'est une question de posture de chercheur, dans un État démocratique, après tout, voilà, une des postures, une des solutions, ça peut être en fait de laisser la libre détermination, voilà, des personnes dans leur territoire à choisir la solution qui leur convient. Et ça, c'est ma posture à moi. D'autres chercheurs pourraient avoir d'autres postures. C'est comme je considère que mon travail, c'est de contribuer à cette intelligibilité des controverses, voilà, des problèmes, et qu'après, s'il faut aller chercher, si finalement on décide que il faut mettre en place des digues, et à ce moment-là, on aura les éléments pour dire bon, dans ces cas-là, on va chercher un expert des ouvrages hydrauliques. Est-ce qu'il y a un petit lien, et ce sera ma dernière question, tout de même avec certaines valeurs, euh, certains communs ou biens communs derrière tout cela, où le chercheur, il va pas là-dessus, en fait? Parce que tu parlais de démocratie, et en démocratie, il y a quand même quelques valeurs par rapport à d'autres systèmes, et les démocraties sont peut-être à renouveler au regard des questions on va dire écologique au sens large du terme. Le chercheur, il est où dans tout ça? Et quelles précautions peut-être? Alors, oui, alors il y a le chercheur, donc moi je parle en tant que chercheur voilà, dans l'institut public. Donc, effectivement, pour un chercheur dans l'institut public, a priori, il y a quand même une inscription dans voilà, la production de savoirs en fait, qui sont mis à disposition de la population. Hein, voilà, on relève, voilà, on a, je pense, une mission de bien commun à mon sens, voilà, de mise à disposition éventuellement de solutions. Si c'est pas des solutions, c'est au moins de savoirs qui permettent de comprendre les solutions, les situations face auxquelles on est. Et après, il y a, alors oui, il y a aussi beaucoup de positionnements ces dernières années, on va dire, avec voilà, des critiques envers la science, des remises en cause, etc., qui sont émises au niveau international aussi pour justement mettre en évidence finalement aussi la part de responsabilité des chercheurs, en fait, pour leur, comment dire ça clairement, leur responsabilité dans la capacité justement à rendre intelligibles ces problèmes complexes et de durabilité. C'est-à-dire qu'il y a des positionnements dans des institutions, dans des, voilà, oui, sur des documents stratégiques de la recherche au niveau international et notamment face au changement climatique, en fait incitent la recherche, voilà, et qui sont des choses auxquelles souscrit notre institut, à faire preuve de responsabilité face aux problèmes auxquels on est et à devoir produire des connaissances qui permettent en fait d'avancer sur la résolution de ces problèmes, même si on ne va pas forcément produire la solution là, clé en main, tout de suite. Merci Aurélie, on reviendra vers toi tout à l'heure. On voit bien que à partir de tout cela, maintenant il faut mettre les acteurs en mouvement ou accompagner les acteurs dans ces projets qui peuvent se dessiner, même si tous les acteurs sont pas forcément d'accord entre eux. Et là, on vient au rôle un petit peu que Adrien vous jouez. Comment accompagner l'engagement des acteurs dans des projets? Comment vous y prenez-vous à Tram sur ces questions-là quand vous êtes sollicité? Euh, Question assez large. En fait, je pense que la clé sur laquelle je m'inscris bien dans ce que vient de dire Aurélie et Hervé, c'est cette idée d'im- d'implication collective, en fait. C'est le fait que il y a des acteurs qui sont partie prenante de ces projets.
en gros, sur la question notamment de l'agriculture, de l'agroécologie, dans ce que nous, on accompagne sur ces sujets-là, en tout cas, notre expérience, c'est vraiment de constater que l'agriculture, c'est pas qu'une question d'agriculteur, quoi. C'est-à-dire que, comme le disait Aurélie, les impacts de l'activité vont avoir des conséquences, de l'activité agricole, j'entends, vont avoir des conséquences sur des riverains, sur des usagers, sur des entreprises, sur des liens qui peuvent être parfois un peu ténus, un peu indirects ou qu'on a tendance à minimiser ou à oublier. Or, ces liens, ils existent quand même. Et une des clés en général qu'on va essayer de mobiliser, c'est ce côté euh, partie prenante, quoi. Les acteurs d'un même territoire vont être impliqués et vont être concernés, en tout cas, par le sujet. Et du coup, c'est le fait d'arriver à les mettre ensemble. En gros, le travail on a eu des travaux justement d'action recherche qui nous amenaient à mettre en avant ce côté bénéfice commun ou bénéfice de l'activité par exemple, de l'activité de certains agriculteurs qui mettent en œuvre certaines pratiques qui vont apporter des bénéfices à des riverains qui en ont parfois pas connaissance, parfois oui, et comment faire pour que ces bénéfices et ces liens deviennent visibles et deviennent une part justement des solutions à chercher, deviennent une part de la construction qu'on va pouvoir imaginer. Euh, donc ça, voilà, prendre conscience aider à faire prendre conscience de ces liens et de cette interdépendance, on va dire, qui va y avoir, qui va être nécessaire. Et la deuxième, ça va être que dans, dans la plupart des cas, et ça m'a amusé ce que disait Hervé sur ce côté, en fait, le territoire, on est entre le global et le local, et puis on ne sait pas trop, en fait, parce qu'on est un peu entre les deux, on est concerné, on se sent concerné par les deux. Euh, et ça, je pense que c'est un fait qui impose aussi d'aller imaginer des solutions qui vont permettre de sortir des modèles. C'est-à-dire que tout le monde, que ce soit les acteurs, des agriculteurs, des collectivités, l'administration, même les chercheurs, un peu comme le disait Aurélie, chacun mobilise des modèles, des façons de concevoir des solutions déjà imaginées par d'autres, déjà conceptualisées, on va dire. Mais la construction de projets agroécologiques sur un territoire donné impose ou nécessite la plupart du temps justement d'arriver à faire un pas de côté par rapport à ces modèles, arriver à construire une solution inédite puisque c'est une solution à construire ici. Tout à l'heure, Samuel évoquait cette situation de dire bah, une des clés c'est du porteur de projet, c'est la capacité à innover, en fait, à aller imaginer quelque chose de spécifique, quitte à, bah, quitte à bousculer ses propres idées reçues, en fait. Donc ça, c'est un truc un peu compliqué. Donc, je dirais, il y a ce côté, euh, les parties prenantes, des gens qui sont concernés, on va dire, la définition du territoire, enfin, les éléments de définition du territoire que donnait Hervé tout à l'heure, à mon avis, peuvent donner des idées pour, pour, pour aller mobiliser justement les acteurs. Et l'autre, c'est d'accepter justement de sortir de modèles euh, qui peuvent aller jusqu'à des choses. Quand je parle de modèles, c'est pas uniquement des modèles de production ou des pratiques, c'est aussi, par exemple, sur l'évolution on voit petit à petit la mise en place de paiements pour services environnementaux, qui sont des façons de dire, bah, en fait, l'activité agricole produit des services pour le territoire, dont sont bénéficiaires les riverains, tous les usagers de ce territoire, donc tout le monde. Mais dans ce cas-là, qui paye ces services? Est-ce que l'activité agricole, de fait, doit produire ces services? Et dans ce cas-là, lesquels? À quelles conditions? Comment on le contrôle? Comment on le vérifie? Et, et qui paye, qui fournit les moyens pour fournir ces services? Donc, et ça nécessite des changements de modèle, puisque on se dit, bah, c'est à la société de payer, c'est à la filière, c'est au consommateur, c'est à l'État.
Bref, il y a plein de modèles différents. Et ça, on a besoin de les modifier, quoi, de les bousculer parfois. Et, et justement, moi, j'avais une petite question là en vous écoutant. Vous parlez beaucoup de bousculer des idées reçues, des choses qui sont tenues pour vraies, des choses auxquelles les acteurs tiennent. Alors, comment on s'y prend quand on est dans l'animation, voire peut-être l'accompagnement de ces acteurs? Qu'est-ce qu'on essaie justement de mettre en avant, de stimuler, de mobiliser? Euh, là, voilà, là-dessus, on s'appuie sur une entrée un peu qu'on a eu travaillé au contact de chercheurs et de différents acteurs en Pays de la Loire, là notamment, qui s'appelle un projet qui s'appelait TESS, Transition énergétique et sociétale, qui a un peu évolué là, où il mettait en avant l'idée que la coopération, c'est plus une affaire de personnes que de structures. En gros, les personnes coopèrent par contre, les structures, leurs organisations, elles passent des partenariats, elles font des deals, elles construisent des projets en faisant des choix justement, de hiérarchie, de solutions, de tactiques, de stratégies, etc. Mais là, si c'est une question de personnes, ça veut dire qu'il est nécessaire pour animer ces travaux-là d'aller chercher les gens sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de justement pas facile parce que ça nécessite du temps, ça nécessite d'affronter des controverses, comme le disait Aurélie, d'affronter notamment des différences de point de vue. En gros, c'est souvent autour de ça que ça tourne, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer sur une coopération, on a besoin de faire en sorte que les gens acceptent qu'il y ait des points de vue différents. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent à les partager de prime abord, mais en tout cas, qu'ils acceptent qu'il y ait des points de vue différents, des façons de voir le monde, en gros, hein, qui sont un peu différentes. Donc, les aider à penser les écarts plutôt que les différences, par exemple, à penser la façon dont on va pouvoir mettre en récit, dont on va pouvoir raconter ce qui se passe, décrire ce qui se passe, décrire ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou décrire ce qu'on veut, ce qu'on voudrait voir naître. Et ça, le fait de mettre les gens ensemble pour confronter ces différences de point de vue, ces différences de récit et ces écarts, on va dire, entre ces points de vue, eh ben, il y a des éléments on va dire des prérequis de méthode en fait qui permettent de faciliter ces choses-là. C'est le travail d'animation ou de modération. Parfois, c'est un terme qu'on peut utiliser, pas au sens modération dans les forums, mais c'est le fait d'aller accompagner des travaux collectifs finalement pour aller trouver de l'intelligence collective dans ces différences de point de vue. Et donc, d'aller arriver à construire de l'interconnaissance déjà, la prise de conscience de ces différences de point de vue, donc arriver à libérer suffisamment la parole des gens pour qu'ils prennent conscience de ces différences, à aller construire des objectifs collectifs, aller identifier des objectifs ou une vision commune, même s'ils ont des points de vue différents. Est-ce qu'il y a une part de vision commune qui peut être construite et qui peut être développée sur des enjeux, des choses comme ça? Et puis, animer ensuite des constructions collectives en mettant en œuvre des techniques d'animation qui permettent, par des travaux en petits groupes, par le fait de séquencer des questionnements progressivement pour éviter de poser l'ensemble du problème à la fois où on se sent un peu perdu, on a du mal à construire, mais en allant mobiliser les capacités de production, on va dire, d'un collectif divers, enfin divers au sens diversifié, dans la construction de solutions. Euh, c'est le travail d'animation, le travail de modération, c'est souvent aussi quelque chose qui a besoin d'être reconnu. C'est-à-dire que c'est un travail en soi qu'il faut souvent accepter c'est-à-dire accepter par exemple qu'il y ait une personne extérieure qui vienne animer ce genre de travail. Tout à l'heure, Samuel parlait de ce rôle un peu chez les porteurs de projets qui vont faire circuler l'information entre plusieurs acteurs, entre plusieurs personnes. Le fait d'accepter qu'il y ait
une personne ou plusieurs d'ailleurs, hein, qui peuvent jouer ce rôle d'animation. C'est souvent déjà un moyen de faciliter ce travail collectif et de pouvoir, en gros, mm, confier les clés de la méthodo, pas de la solution qui sera trouvée, hein, mais de la méthodo pour aller construire ce travail à plusieurs. Ça veut dire, pour conclure ce petit temps d'échange avec vous, ça veut dire que c'est peut-être pas un projet qui va naître en bout de course, mais des projets qui vont être portés par des coalitions d'acteurs qui, au début, ne l'envisageaient peut-être pas comme ça, et que le mouvement fait apparaître ces coalitions d'acteurs pour tel ou tel projet, et pas forcément un projet plus large. Est-ce que vous avez vu ça dans vos animations, vos accompagnements? Et notamment ce qui a été dit avant, cette idée que la vie, mettons une idée de base qui arrive à mobiliser, finalement, petit à petit, on va se rendre compte qu'il va falloir la faire évoluer, qu'elle répond pas à tous les enjeux, ou il va falloir la démonter, la reconstruire un peu ailleurs, et c'est effectivement d'autres projets qui peuvent naître dans à la condition, on va dire, qu'ils puissent être justement portés, ou en tout cas qu'ils puissent mobiliser ces acteurs. C'est-à-dire, si c'est un projet qui devient porté par un seul acteur, en fait, le côté territorial et co-construction risque d'être plus faible que s'il est voilà, porté par des acteurs différents qui se, qui se sont forcés, entre guillemets, à travailler ensemble pour le construire. En vous écoutant, je pensais à une lecture récente de François Julien sur un petit traité de philosophie pratique de la médiation qui s'appelle Dénouer. Je pense que on va le mettre dans le chat parce que en vous écoutant les uns les autres, mais en particulier Adrien, ça m'est venu à l'esprit. Merci, on va se retrouver dans quelques instants. Alors, Damien Toublanc ne peut pas être avec nous et je ne vais pas le remplacer. Juste dire un petit mot de ce sur quoi il devait intervenir. Damien participe à un projet, un CASDAR qui s'appelle Perma Innove, avec une dizaine d'établissements qu'il accompagne avec l'équipe de la bergerie. Et dans ce projet ou dans d'autres, on essaie à la bergerie de mettre en place des configurations qui couple à la fois des acteurs du territoire engagés sur une question. Et quand on dit des acteurs du territoire, mais il y a une diversité d'acteurs, des agriculteurs et pas que des agriculteurs, parfois des chercheurs qui ont un rôle important de venir, comme l'a dit tout à l'heure Aurélie, questionner, aider à peut-être une meilleure intelligibilité. Et puis, à ce dispositif-là, nous, on vient ajouter une deuxième strate qui est celle de l'enseignement des apprentissages avec des acteurs qui sont les enseignants dans leur diversité, comme nous l'a dit Samuel tout à l'heure, mais aussi des jeunes dans leur diversité. Alors, ça peut être une ou deux classes qui sont engagées, sachant que dans la classe, les jeunes ne pensent pas tous la même chose, ne tiennent pas tous pour vrai la même chose. Et puis, parfois, on a des projets où il y a coopération entre différentes classes, par exemple, une classe plutôt orientée vers la production, donc l'agriculture en particulier, et une classe qui peut être plus orientée vers la nature, l'environnement. Et donc, ce que l'on essaie de faire avec les enseignants, c'est d'abord de donner une vraie place aux jeunes, à ce que les jeunes tiennent pour vrai. Parce que si on veut travailler avec eux, il faut vraiment donner de la valeur à qui ils sont, ce qu'ils pensent et ce à quoi ils ont, enfin, ce vers quoi ils ont envie d'aller. Et dans ce projet CASDAR Innov, par exemple, à Roufac, on a invité des jeunes à passer une semaine avec nous pour nous dire ce qu'ils faisaient eux sur la question territoriale qui a été traitée sur le territoire et l'établissement, mais aussi réfléchir avec nous à la problématisation, comme le disait Aurélie tout à l'heure. Et donc, les dispositifs se connectent parce que les enseignants, avec lesquels il y a aussi à travailler ces questions-là, placent les jeunes en enquête sur la question territoriale, sur la question qui fait, alors je ne vais pas dire problème, mais qui au moins titille des acteurs qui cherchent solutions ensemble ou parfois pas ensemble, parfois c'est l'un contre les autres. Et le fait de placer les jeunes dans ce dispositif, alors ça demande accompagnement, mais ça peut aussi bouger
ce qui se passe sur le territoire. Parce que les acteurs du territoire, parfois, ils écoutent moyennement les chercheurs ou les enseignants, parce qu'ils disent, ouais, ils ont des a priori, ainsi de suite, mais ils sont davantage à l'écoute de jeunes parce qu'ils y ont intérêt. Peut-être qu'il y a l'histoire de renouvellement des générations derrière, peut-être qu'ils sont intéressés par entendre la façon dont des jeunes qui demain vont être dans la profession pensent les choses. Et on voit que ce dispositif-là qu'on essaie de mettre en place dans différents projets, dont un projet autour des économies de phytosanitaires qui s'appelle Agir et qu'on démarre tout de suite, on voit que ces configurations-là, finalement, eh bien, elles peuvent être peut-être apprenantes, elles peuvent dénouer peut-être quelques situations territoriales, en restant modestes, évidemment, parce que ça ne va pas se faire comme ça, mais apporter ce décalage, cet écart, j'aimais bien l'idée que Adrien a posée tout à l'heure, d'écart. S'intéresser aux écarts plus qu'aux différences. Et on retrouve ça vraiment dans le bouquin de François Julien. La question des écarts et comment on peut construire quelque chose qu'on n'imaginait pas à partir de cet écart. Nous, on travaille avec un concept qui est celui d'intimité collective. Comment on crée à l'échelle des territoires une certaine intimité collective de travail, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, et comment cette intimité collective, bah, les jeunes, on va les placer là-dedans pour que déjà ils la déchiffrent, ils comprennent mieux. Alors, on peut travailler avec des cartes de controverse. On a un article avec une chef de projet, la Christelle Suller, qui va apparaître dans la revue Pour en décembre, où on explique un petit peu comment ils s'y sont pris. Et donc, Damien devait nous expliquer un petit peu ça. Et ça m'amène à la dernière question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. On est dans l'enseignement agricole, on est dans des dispositifs porteurs de projets de développement ou chefs de projets de partenariat. Le lien au territoire, le lien aux transitions et de nouvelles façons peut-être de coopérer avec les acteurs du territoire. D'après vous, les conditions clés, essentielles, importantes, pour que les situations territoriales soient vraiment apprenantes pour les jeunes, mais pas que pour les jeunes, parce que les enseignants aussi et sans doute les acteurs du territoire. Au regard de vos expériences, au regard de ce que vous avez entendu là des collègues, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à mettre en avant pour que ces situations territoriales elles soient vraiment apprenantes? Qui est-ce qui veut bien commencer? Je sens qu'Adrien a envie. Euh, Moi, en fait, c'est un peu par rapport à ce que tu disais à l'instant, cette expérience, notamment avec les jeunes, je pense que c'est probablement une des clés justement pour rapport à cette réponse. C'est le fait que les jeunes, eux, notamment dans les dispositifs, les lycées agricoles, etc., ils sont dans des situations où ils sont en train d'apprendre et ils se rendent compte de ce qu'ils apprennent. Et c'est toute le savoir des enseignants que de leur faire voir justement les compétences qu'ils sont en train de développer, les choses qu'ils apprennent. Et c'est probablement un bon moyen justement d'aider des acteurs qui, eux, sont pas en situation, ils sont pas là pour apprendre, ils sont là pour faire, ils sont là pour construire. Le fait de l'effet miroir de se dire que les aider à montrer que eux aussi sont en train d'apprendre et font évoluer leur point de vue, font évoluer la façon dont ils conçoivent des projets, dont ils conçoivent leur implication, leur action, etc. Et je pense que l'interconnaissance entre des acteurs qui se connaissaient pas bien ou qui se connaissaient que de loin, et un moyen justement de faire en sorte de se rendre compte qu'ils font évoluer leur représentation et le fait de pointer régulièrement là où chacun chemine de là où il est, eh ben, c'est une façon de faire en sorte que l'ensemble d'un projet collectif ou d'une dynamique collective qui est en train de naître justement est en train d'impacter tout le monde. C'est-à-dire le cheminement, le cliquet qu'a vécu un acteur va se communiquer ou en tout cas va faciliter le fait que les autres aussi puissent imaginer ces changements. Donc je pense que cette interconnaissance et le fait
d'être amené à construire des choses ensemble, bah, fait que l'ensemble devient plus apprenant. Je retiens cette idée de la place des jeunes et puis de rendre explicite le cheminement, les évolutions, comme quelque chose de vraiment apprenant pour que les différents acteurs puissent cheminer dans l'exploration peut-être d'un possible qu'ils n'imaginaient pas au départ. Ouais, il me semble. Je veux bien prendre la parole parce que je serais vraiment dans la même lignée qu'Adrien. Euh, Si je vais peut-être le dire différemment, mais en tout cas, ouais, pour moi, sur une des conditions, enfin, pour moi, il y a deux conditions de l'apprentissage. C'est vraiment bah, avoir conscience, en fait, éventuellement, la diversité des postures, des interprétations du problème, de la situation. Et pour les jeunes, du coup, c'est voilà, avoir en tout cas des moments d'échange, on pourrait dire de réflexivité sur éventuellement leur propre compréhension du système et enfin, de la situation et de la diversité des positions qu'il peut y avoir en fait par rapport à un problème. Et c'est en mettant en discussion en fait ces différentes interprétations, ces différentes manières d'attraper un problème qu'on peut vraiment apprendre parce qu'on se rend compte de là où on est soi et où éventuellement où sont les autres et quel peut être le chemin à faire en fait pour arriver à travailler ensemble quoi. Donc pour moi il y a vraiment cette condition-là pour de l'apprentissage je dirais. Et après, un peu dans la même veine qu'Adrien, je pense, pour moi, il y a cette idée et ça a été dit par Samuel Quinton au tout début, cette question d'accepter l'évolution du problème et d'accepter de s'adapter, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est que en acceptant de bouger et de s'adapter que on peut apprendre, en fait, de la situation. On peut avancer, on peut faire bouger quelque chose. Euh, et, euh, et surtout se dire que bah, cette adaptation, c'est cette adaptation qui est un apprentissage en fait, et que c'est pas un échec, enfin un collectif qui change, un problème qui change. Et ben il est là l'apprentissage en fait pour moi. C'est-à-dire qu'on a appris, on a mieux compris le problème, on a changé, on est allé chercher autre chose, on a appris autre chose. Et donc, c'est accepter cette dynamique en fait d'adaptation qui va être source d'apprentissage et voir cette adaptation comme une réussite en fait dans l'apprentissage plutôt qu'éventuellement comme un échec alors qu'on s'était dit il faut faire ça et puis ça marche pas. Non, si on peut s'adapter, là il peut y avoir apprentissage. Merci. Hervé, votre regard. Donc, de manière assez schématique, je distinguerai des conditions théoriques et des conditions un peu pratiques ou de mise en situation. Et dans les conditions théoriques, je dirais d'abord il serait bien d'avoir un propos sur le territoire qui soit pas celui selon lequel le territoire c'est un endroit bien connu, c'est un endroit hérité, c'est quelque chose qui existerait en soi. Je crois qu'il faut passer d'une conception du territoire qui ne pose pas problème à une conception du territoire comme processus. Pour moi, le territoire, c'est pas un acquis, ou si c'est un acquis, il y a de bonnes chances pour qu'il ne fasse pas très long feu, qu'il disparaisse tôt ou tard. Le territoire comme processus, c'est de comprendre qu'il y a les quatre grandes dynamiques ou les quatre grandes approches dont je parlais tout à l'heure. Elles existent, elles se développent, elles se complexifient avec le temps ou elles se rabougrissent, elles s'étiolent, elles s'éteignent. Et donc, le territoire, c'est une entité potentiellement vivante. C'est certainement pas un acquis, et c'est pas parce qu'à un moment donné, on a un PNR, on a un département ou une communauté de communes qu'elles sont acquises de toute éternité. D'avoir une clé de lecture en termes de territoire comme processus, ça change vraiment beaucoup les choses. Le deuxième point théorique, c'est de sortir d'une logique problème-solution. Cette logique problème-solution, c'est la logique de l'ingénieur, c'est la logique du marchand, c'est la logique qu'on nous sert partout aujourd'hui sur les plateaux télé, ou partout, partout, partout. Tout le monde a des solutions. Le journaliste ne s'intéresse pas à... Quand on vous dit alors, qu'est-ce qu'il faut on vous dit, bon, c'est bon, le problème est connu, le diagnostic est connu, quelles sont vos solutions? Et ça, c'est se leurrer complètement. Je pense il faut rétablir une distinction qui est très importante, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Il y a des problèmes de connaissance sur lesquels les chercheurs ont pleinement un rôle à jouer, sont attendus au premier chef, et puis il y a des problèmes d'action sur lesquels, bien entendu, les chercheurs classiques peuvent apporter des choses, mais ce problème d'action ne se limite pas quand il est complexe et quand il est multi-acteur à une question de science.
Et c'est pour ça que Adrien, par exemple, parle beaucoup plus de facilitation que vous-même, Christian, vous parlez de médiation. Sur ces questions-là, quand LVMH est en conflit avec Hermès, ils ne font pas appel à un sociologue, à un biologiste ou à un économiste. Ils vont chercher le président du tribunal de commerce de Paris, qui est un médiateur bien connu. Parce que le problème d'action, surtout en situation, en configuration complexe et multi-acteurs, il suppose effectivement de faire varier les différents points de vue et de trouver des espaces potentiels d'accord, de convergence entre acteurs. Et ça, c'est pas ce travail de mise en relation, de recherche de synergie relève pour moi davantage de la diplomatie qui doit d'abord s'envisager comme celui qui construit un accord et donc relève de la facilitation ou de la médiation. Et je pense qu'il faut vraiment faire ce distinguo. Et puis, pour la partie concrète, eh bien, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Pour moi, il n'y a rien de tel qu'une mise en situation. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai emmené 13 étudiants d'un Master 2 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans les Baronnies provençales. Baronnies provençales, c'est 2 tiers du sud de la Drôme et 1 tiers des Hautes-Alpes, pour travailler sur la question de la place et de l'avenir du pastoralisme dans ces baronnies provençales. Et bah, c'est l'occasion pour les étudiants, quand ils rencontrent sous la forme d'entretiens approfondis qui posent à une soixantaine de personnes, d'acteurs du territoire, cette question, quelle place et quel avenir pour le pastoralisme, de réaliser que bah, le territoire, il ne va pas de soi. Le PNR des baronnies, il existe sur le papier, mais il n'existe pas du tout dans les têtes. Il n'existe pas du tout dans les pratiques. C'est une sorte de coquille vide pour le moment. L'unité qui a encore un sens sous l'angle du pastoralisme, ce sont certaines petites communes qui ont une tradition par rapport au pastoralisme. En revanche, quand on arrive à l'échelle des communautés de communes, les acteurs nous disent on discute de la prochaine localisation du siège de la Comcom, mais les questions de fond, on n'arrive pas à les aborder. Et puis, c'est surtout l'occasion de réaliser, mais ça, Aurélie en a déjà beaucoup parlé, que parler de pastoralisme dans les baronnies, d'une personne à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose, ça renvoie à des réalités différentes. Et quand on confronte tout ça, bien, on arrive à quelques conclusions simples dans le cas de cet espace des baronnies provençales, c'est que finalement, pour la plupart des acteurs rencontrés, la question du pastoralisme compte toujours beaucoup dans les têtes, dans les imaginaires, mais en pratique, ça ne suit pas. Les collectivités ne sont pas organisées pour faire en sorte que le pastoralisme perdure et les éleveurs sont confrontés à une multitude de contraintes, de difficultés qui n'arrivent plus du tout à gérer. Donc, cette mise en situation, pour moi, elle permet non seulement de réaliser qu'il y a différents acteurs, différentes lectures du problème et ainsi de suite, mais de retrouver des choses très très simples qui sont absolument essentielles si on veut refonder un accord entre différents acteurs et une capacité et en l'occurrence, c'était de montrer que pour tous ces acteurs, le pastoralisme compte encore. Et sur plein d'autres espaces ou d'autres territoires dans lesquels j'ai travaillé, je me suis aperçu que, en fait, assez souvent, les acteurs ne savent plus dire ce qu'ils ont en commun, ce qui compte véritablement pour eux. Moi, je dirais que ça, c'est la base de la base. Si on n'arrive pas à retrouver ce qui fait vraiment patrimoine commun entre les différents acteurs qui habitent un espace, ben, il y a tôt ou tard, effectivement, la conflictualité, elle va reprendre le dessus. Il faut retrouver ces éléments d'accord. Et pour moi, c'est essentiel pour passer du territoire comme processus au territoire comme projet. Vous voyez, le changement, pour moi, la rupture, elle est là aujourd'hui. On nous a beaucoup parlé d'aménagement du territoire, ça c'était au XXe siècle, dans la deuxième moitié. On nous a beaucoup parlé de projet de territoire. Bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut changer un peu la donne. Il faut plutôt envisager le territoire comme projet. Ça ne va pas de soi un territoire. Il s'agit d'en faire un projet en tant que tel. Et ça suppose un ensemble de conditions bien particulières. Merci à vous trois pour ces échanges. Adrien a levé la main, donc on va lui donner la parole tout de suite. On va dire qu'on entame les questions. Donc, je vois que le chat n'est pas rempli. Si vous avez des questions, ben, levez la main et pour qu'on puisse vous identifier et vous donner la parole. Adrien. Alors, c'est juste une réaction à ce que disait Hervé. Il me semble qu'il y a un truc j'oubliais, qui me semble important dans ce côté, la question que tu posais sur la capacité d'une organisation comme ça à être apprenante, en fait. Je pense que
et c'est pas au pédagogue que vous êtes que je vais l'apprendre, mais c'est ce côté, le fait d'être dans l'action, le fait de construire, donc l'idée de voir le territoire comme projet, en fait, va tout à fait dans ce sens-là. Je pense que c'est aussi une des conditions, et notamment pour tous les acteurs qui sont des adultes, qui sont des gens qui sont déjà en place avec leur système, etc. Le fait d'être dans l'action, dans la construction, c'est le meilleur moyen d'apprendre justement. C'est plus que la théorie ou plus que le fait d'expliciter des concepts. Bien souvent, c'est le fait d'être dans la construction de ces solutions, d'être dans la construction de ces lieux de dialogue ou de conflit, la façon de gérer les conflits. C'est ça qui permet d'apprendre, c'est le fait d'être dans l'action, de faire, bien souvent. C'est tout. Peut-être juste rebondir sur l'action, oui, mais je ne sais plus qui d'entre vous le disait tout à l'heure, la réflexivité sur l'action. C'est ça qui permet sans doute d'apprendre. Tout à fait, c'est ça. Alors, je vois une question dans le chat, une main qui se lève, et ça tombe bien, c'est la personne qui a posé la question qui lève la main. On va donner la parole à Pauline. Quand vous intervenez, un petit mot de présentation très rapide, et puis et votre question. Et on a une demi-heure devant nous. On a une demi-heure devant nous, donc n'hésitez pas, allez-y sur les questions. Bonjour, Pauline. Pauline Herbement, EPL de FIJAC dans le Lot, enseignante d'économie et donc chargée de projet d'un projet de territoire, j'en parlerai tout à l'heure, en troisième année de tiers-temps du coup. Moi j'avais une question, est-ce que le fait de passer par les besoins de chaque personne, de chaque acteur d'un projet collectif, pourrait permettre selon vous d'aller au-delà des conflits de stratégie qui sont souvent divergentes et qui sont souvent insolubles. C'est-à-dire que nous, on fait cette hypothèse-là, que c'est le fait de retourner jusqu'aux besoins individuels de la personne ou aux besoins de la structure ou du territoire, etc., qui va permettre de contourner les différentes stratégies qui souvent sont divergentes. Merci. Merci, Pauline. Qui veut se saisir de cette question? Oui. Peut-être un élément, si vous prenez le bouquin Comment négocier de Uri et Fischer, on vous explique que la négociation constructive consiste à éviter de partir sur des positions et puis de dire bah, là il y a un point sur lequel je vais jamais céder parce que les positions c'est déjà la guerre, c'est un terme de la guerre. Et donc précisément ce que vous disiez Rui Fischer, c'est qu'une bonne négociation ça consiste à prendre le temps de revenir aux besoins, aux motivations, ce qu'ils appellent les IPBM, intérêts, préoccupations, motivations, besoins des différents acteurs parce que on les met à plat puis on regarde ce qui est compatible, ce qui est potentiellement incompatible et ça permet de dépasser, d'éviter des confrontations sur des positions. Les positions n'étant souvent que ce que chaque personne, par rapport à ses préoccupations et par rapport à ses craintes aussi, euh, c'est la traduction à la fois de ses préoccupations et de ses craintes. Et donc, ce n'est pas nécessairement ce qu'il veut. J'avais envie de redonner là-dessus la parole à Adrien. Mais comment on s'y prend pour faire que des acteurs acceptent de sortir de positions qui sont parfois des positions de leur institution, qui ne sont pas forcément les leurs en tant que personne. Et tout à l'heure, Adrien, vous faisiez la différence entre institution et personne. Juste un exemple qui peut illustrer ça. Il y a quelques années, on a organisé à Concarneau, là, dans le sud de la Bretagne, des soirées débats, en gros, sur la place de l'agriculture sur le territoire. L'enjeu pour la collectivité qui voulait organiser ça et pour l'État, c'était un enjeu très fort d'algues vertes. Le problème de pression, notamment agricole, sur un territoire où il y a beaucoup de tourisme lié à la mer. Et donc, des conflits d'usage, là, des conflits de place. La question qui a été posée et qu'on a incité, on a invité des gens à venir pour parler justement de leur point de vue, c'était en question de, je ne sais plus comment était formulée la question exactement, mais en gros, c'était autour de
la, la place de l'agriculture dans, dans le territoire tel qu'ils le voyaient en disant ben, quel rôle, quel apport. Et justement, on a insisté pardon, très fort pour faire en sorte que les gens parlent de leur point de vue en tant que personne et laissent leur casquette au vestiaire. C'est-à-dire que les élus qui étaient là, qui étaient venus, y compris les élus de la collectivité qui organisent, enfin, qui commanditaient ce travail, même eux, c'était très difficile, c'était surtout difficile pour eux, je crois. On leur demandait de laisser leur casquette au vestiaire, voire on leur passait presque pas la parole. C'est-à-dire que si jamais ils avaient tendance à justement à trop parler de stratégie ou de position ou de, on venait et ça voilà c'est sur un temps comme ça par exemple de débat, c'était une façon bah, d'apporter une parole qui soit équivalente chez tout le monde. Tout le monde pouvait parler parce qu'ils étaient au même titre en fait usagers de ce territoire, habitants, acteurs de ce territoire en tant que personne. Après, ils pouvaient parler justement d'organisation, etc. Mais dans un premier temps, justement, on les a invités, on les a incités, presque forcés, dans certains cas, à parler en tant que personne. Et c'est un travail de reformulation, de questionnement et d'animation quand il y a beaucoup de monde dans une salle, notamment. Et ça donne, pardon, Aurélie, vas-y. Ouais, j'avais juste un complément à apporter, si c'est possible. Donc ouais, enfin, je reste dans la lignée d'Hervé et Adrien, et je dirais après, pour moi, l'enjeu derrière, c'est de trouver les manières de bien outiller, de bien organiser en fait Mm. l'échange, quoi. C'est un peu ce que tu étais en train de dire, je pense, Adrien. Et donc ça peut être effectivement des soirées débats, voilà, mais ça veut dire, ça suppose d'avoir une animation très serrée, très travaillée en amont pour que ça se passe correctement, pour effectivement pouvoir revenir aux besoins des gens, pour qu'ils sortent en fait éventuellement de leur position publique. Et après, je voulais juste attirer votre attention sur des choses qu'on travaille beaucoup, moi, dans mon département de recherche. Alors, pas moi directement, mais c'est dans cette optique-là que qu'il y a beaucoup de collègues qui développent des jeux sérieux, en fait, à INRAE, dans notre département. Et donc, j'en profite, voilà, enfin, on a quand même une espèce de banque de jeux sérieux sur une diversité de sujets dans le réseau Gamae et qui ont vraiment cet objectif-là, puisque l'idée, à travers les jeux sérieux, c'est souvent de faire changer les personnes de rôle, en fait. Pour un peu se mettre à la place, éventuellement l'élu qui se met à la place de l'agriculteur qui se met à la place du gestionnaire de PNR, etc. Alors ça reste un jeu, on est d'accord, ça va pas changer les choses, voilà, juste parce qu'on a fait le jeu. Mais ce qu'on a constaté, nous, après, voilà, je pense de longues années d'expérience des collègues, c'est que quand même, ça permet d'amorcer, en fait, quelque chose en termes de discussion, de compréhension des postures des autres, à condition, bien sûr, qu'ils veulent bien se prêter au jeu. Mais ça peut être, c'est un bon outillage qui peut permettre de justement revenir aux représentations, aux besoins des gens, etc. Voilà, il y en a toute une variété. Voilà, avec des choses notamment, j'en profite puisque je suis là, des choses qui aimeraient être développées à destination de l'enseignement agricole, notamment. Donc, à suivre. Et après, le passage du jeu sérieux au jeu authentique en situation, est-ce que ça, tu l'as observé, tu l'as accompagné, je sais pas, mais au moins observé? Alors, observer, pas accompagner parce que c'est plutôt des collègues à moi qui font ça. Je peux dire que, alors, sur quelque chose qui reste assez simple, qui n'est pas à l'échelle d'un territoire, mais bon, voilà, ça reste un jeu sérieux pour la conception. Alors, pour la conception de systèmes agricoles, de systèmes complexes, en fait, en particulier des vergers très diversifiés. On a un jeu qui a pour l'instant à destination plutôt de l'enseignement d'ailleurs, mais qui a vocation à avoir une vertu d'accompagnement dans l'idée d'accompagner de la conception. Il y a déjà eu des tests en fait avec voilà des agriculteurs, des conseillers qui se mettent autour de la table pour concevoir un verger voilà en jeu avec les enjeux des uns et des autres du côté de celui qui commercialise, celui qui achète, celui qui doit produire, voilà. Et on voit que c'est quand même à chaque fois une source d'échanges très riche en fait pour l'agriculteur pour se rendre compte de tous les enjeux qu'il a à en prendre en compte dans la conception de son verger, par exemple. Après, on a aussi beaucoup de choses à l'échelle des territoires. Alors, est-ce que ça fait bouger les choses?
oui, ça peut à l'échelle de collectifs d'agriculteurs. J'ai des collègues, voilà, à Toulouse, je sais qu'ils travaillent énormément comme ça. Nous, on a eu aussi des échecs en fait en maraîchage ici avec voilà une belle mise en place de jeux et puis pas suivi d'effet parce que bah voilà les logiques sont trop clivées et voilà et peut-être qu'il est voilà et donc les collègues essayent d'attraper différemment le problème voilà suite à cette première mise, mais ça constitue une première mise déjà. Merci, Hervé. Ah, le micro est coupé, Hervé. Votre micro est coupé, Hervé. Oui, pardon. Adrien, Aurélie ont donné des exemples d'approches et d'outils. Il y en a d'autres, hein. Il y a la prospective aussi qui est présentée parfois comme un moyen de sortir d'imaginer des futurs plausibles pour là aussi permettre aux différents acteurs de recommuniquer ensemble. Et puis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a aussi toutes les techniques de médiation-facilitation qui consistent à rencontrer dans des situations crispées, à rencontrer en face à face et individuellement et à huis clos, certainement pas sous les caméras comme on le fait avec les conférences de citoyens, les différents acteurs, et à leur poser directement la question, à quelles conditions on pourrait renouer le dialogue? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que ça vous paraît important ou pas? Et le rôle du médiateur qui n'est rien dans le système d'action, qui n'a pas de pouvoir en tout cas, c'est d'écouter les cœurs et les reins des différents acteurs et éventuellement faire émerger des accords, des conditions de remise en discussion qu'on ne peut pas entendre si on met directement les acteurs en présence. Je vois que dans le chat, il y a... Ah, Adrien, tu voulais réagir. Je pensais aussi à un levier, en fait, ce que dit Hervé me fait penser à un levier, ce côté projecteur là. Je pense à beaucoup de projets qui pourraient, bah, par exemple, qui peuvent naître comme ceux qu'évoquait tout à l'heure Samuel, sur le fait que les positions un peu figées d'opposition ou de stratégie des structures vont vont s'engouffrer, vont être très vite présentes quand il va y avoir une invitation institutionnelle, par exemple. La communauté de communes qui invite les gens à venir partager leur point de vue. Bah, ceux qui sont déjà, qui ont été en opposition avec la communauté de communes sur un sujet ou sur un autre, vont arriver armés avec leurs arguments, leur stratégie, etc. Si l'invitation est, s'il y a moins de logos, si on est si on est plus tourné vers les participants en faisant des invitations individuelles, en disant on aurait intérêt à ce que toi tu viennes parce que tu as un point de vue intéressant sur le sujet, eh ben, ça peut justement euh, déjouer ou en tout cas mettre un petit peu à l'écart ces stratégies et ces positions figées, quoi. Donc le côté institutionnel ou trop avec des logos trop forts peut être un frein aussi à cette ouverture de point de vue. Je vois qu'il y a possiblement une question, Emmanuel Bossis, dans le chat, il y a une référence. Est-ce que Emmanuel, Ouais, tu veux prendre la parole? salut Christian, bonjour à tous. Donc moi, je suis enseignant en biologie écologie AC, puis je fais partie d'un petit collectif en Normandie de référents enseignants à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie régionale en Normandie. Puis j'accompagne aussi des éco-responsables en réseau dans la région. Et tout ce que vous avez raconté me fait penser dans les projets, on réfléchit quand même par rapport à un avenir au futur à plus ou moins longue échéance. Et dans une société où des contextes sont de plus en plus fluctuants par rapport à n'importe quel enjeu, n'importe quelle problématique et systémique, bah moi j'aime bien les approches d'Arthur Keller et d'Olivier Hamon. Et par rapport à ça, il s'agit de scénariser souvent, parce qu'il faut imaginer du futur. Et, euh, et il faut, d'après ce que j'ai compris, essayer une fois qu'on scénarise, de voir si ce qu'on imagine, c'est robuste, si ça tient la route. Et pour ça, il faut des stress tests. Alors, comment on se place par rapport à toutes ces dynamiques territoriales et en lien avec des projets? Ben, comment on se place dans ce cadre-là, d'après vous? Quelle approche? Parce qu'on part tous
et en particulier les jeunes qui ont une histoire assez courte par rapport à nous. Ils ont quelques années de mémoire et donc on s'installe par rapport à un vécu, on connaît la situation actuelle et on la connaît pas dans le futur. Et pour les élèves, souvent, c'est compliqué d'imaginer le futur différemment de ce qu'ils connaissent maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des réactions, des remarques sur cette question, ouverture, proposition? Moi, spontanément, ça me fait penser à ce qu'a évoqué Hervé juste à l'instant, le travail de prospective, le fait de, alors les stress tests, à voir comment ça peut, ça dépend des objets qu'on va manipuler, etc. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans un travail effectivement de prospective, d'imaginer des scénarios, d'imaginer, comprendre les variables de notre avenir qui sont importantes pour les uns et pour les autres. Quand on part des besoins des gens, de leurs besoins, de leurs motivations, enfin, les éléments que donnait Hervé, là, c'était beaucoup plus clair, c'était très structurant. On peut comme ça identifier les variables qui vont être nos variables prépondérantes, importantes à l'avenir, et du coup identifier des travaux enfin des scénarios et des possibilités. Et dès qu'on fait ce travail-là, on rentre dans ce qu'évoquait Hervé, ce travail de concevoir le territoire comme un projet. C'est-à-dire que on s'inscrit dans cette idée qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, il y a des choses qui sont incertaines, et à partir du moment où on les accepte, il y a des choses eh ben, on peut avancer, il y a des choses qui sont conflictuelles, mais à partir du moment où on accepte, ou qui donnent lieu à des controverses, il faut passer par cette acceptation-là, comme le disait Aurélie aussi. Je trouve que le travail de prospective répond bien à cette place-là. En revanche, enfin, c'est à mon sens très pertinent du point de vue du sens. En revanche, pour le mener sur le terrain, sur un projet, avec un territoire, sur un bassin versant, par exemple, eh ben, ça prend du temps. Il faut mobiliser les gens à plusieurs reprises sur un travail itératif, progressif, et ça prend vachement de temps. Et ce temps, souvent, on ne sait pas où le trouver. Et ça m'a amené une question, parce que je vois que dans le chat, il n'y en a pas. Mais on peut avoir les rivalités qui reprennent le dessus et des projets qui ne se construisent pas, ou alors des projets qui se construisent, mais pas vraiment soutenables, pas vraiment agroécologiques. Alors, on laisse faire alors si ce sont ces solutions-là qui, dans le jeu d'acteurs, dans le jeu entre acteurs, viennent à s'imposer. Alors, c'est une question qui se pose aussi dans l'enseignement agricole, parce que les jeux d'acteurs, alors pour ne prendre que les résultats des récents au champ d'agriculture, font que bah, peut-être parfois certaines structures prennent un peu plus de place, prennent une position un peu plus forte et peuvent imposer ou essayer au moins d'orienter vers des projets alors, pas trop soutenables. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est dans les positions où vous êtes les uns les autres et nous dans l'enseignement agricole, quand on est dans la nôtre? Comment vous voyez ça? Je peux témoigner enfin de quelque chose quoi, qui nous est arrivé il y a pas longtemps dans un projet CASA, projet recherche et développement. Alors, je ne sais pas si c'était tellement pas soutenable, mais en tout cas, voilà, je vais vous raconter le cas et vous dire comment on a essayé de s'en sortir en tout cas. C'est un projet qui porte sur l'implantation de couverts végétaux en maraîchage et en viticulture. Bah forcément, avec le contexte actuel, on a entre le moment où on a mis en place le projet, où le projet a été imaginé, et le moment où il a été mis en place, la question des couverts, elle était plus trop au cœur de la préoccupation des agriculteurs, notamment dans le Bordelais, puisqu'on est plutôt dans une dynamique tout simplement d'arrachage des vignes, enfin voilà, de faillite des exploitations. Et donc l'animateur avec lequel on travaillait, enfin, il disait non mais là les couverts c'est plus l'enjeu, quoi. Et en fait, bah, ils sont juste en train de détruire les couverts, il n'y a plus de couverts, de poser la question de l'arrachage, etc., quoi.
Et donc, en fait, la manière, donc ça n'a pas été simple, hein, je vous cache pas, voilà, et un peu la seule manière qu'on a eu de s'en sortir, en fait, c'était de finir par, enfin voilà, ça nous a pris du temps à nous aussi, malgré nos positions, de finir par accepter bah, quels étaient finalement les besoins en fait des agriculteurs. Et en fait, les besoins des agriculteurs à ce moment-là, c'est juste de pouvoir survivre en fait, d'avoir en fait, de continuer à avoir un revenu en fait. Et en fait, le vrai besoin, il était là. Et c'est à partir de ça en fait que l'animateur en fait a reconstruit un sujet par contre, en continuant d'assumer que lui, il ne se positionnerait que sur des, enfin voilà, que lui et le projet là ne devaient que s'en tenir à des solutions, enfin, qui restent agroécologiques, même si c'était peut-être à plus long terme. Et donc là, une des solutions qu'il a travaillé, parce que c'était des choses qui émergeaient par ailleurs, etc. Finalement, bah, ça a été la question d'introduire des animaux en fait dans la vigne. Donc, bah, pour le coup, de l'élevage, du pastoralisme et bah, des poules tout simplement pour faire des poules pondeuses quoi. Et derrière ça, en fait, l'idée de remettre des couverts, en fait, de maintenir les vignes, de remettre du couvert pour nourrir les animaux et finalement de retomber voilà, dans son objectif. Mais il y a eu tout un cheminement, tout un détour, en fait, pour accepter de se dire, mais en fait, l'enjeu, ok, il est plus, on peut plus parler de l'enjeu environnemental, il faut on reparte sur cet enjeu du revenu, en fait, tout simplement, des agriculteurs. Donc, on en revient complètement à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mais c'est peut-être quand même se donner des lignes d'action dans lesquelles on va, nous, devoir rester en tant que, ben, moi, chercheur, vous, enseignant, voilà, qui formait à la transition agroécologique, par exemple, mais tout en étant en capacité d'entendre, en fait, des besoins et de composer avec ça, quoi. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Hervé, Adrien? Moi, ça me semble très illustratif, effectivement. Je partage tout à fait ce genre de situation. J'aime bien cette idée de détour. Tout à l'heure, on parlait d'écart, mais quelque part, il y a quand même l'idée d'un cap. Et sur les voies pour atteindre ce cap ou essayer, moi, ça me fait penser aux travaux sur la navigation de Michel Fabre en particulier sur la problématisation. Et il disait, aujourd'hui, dans le monde complexe dans lequel on est, il faut se donner des outils pour naviguer. Et à la différence d'une pédagogie du projet qui vise l'endroit où on veut arriver, et on fait tout ce qu'il faut pour arriver à cet endroit-là, on sait qu'on a une zone où on devrait arriver, mais on va accepter peut-être de ne pas arriver à l'endroit où on veut arriver. Mais ce qui compte, ça va être des voies possibles de navigation. Alors, Michel Favre a beaucoup travaillé sur Jules Verne et en particulier sur Phileas Fogg. Et ça en écoutant ce que dit Aurélie, j'avais quand même l'idée du cap, même si le lieu d'arrivée peut être un petit peu différent. Mais le cap quand même. Et tu voulais Ouais. dire quelque chose, Aurélie, et après Ouais, je vais on juste retombe. compléter par rapport à ce que je disais au début. Donc, quand je disais, bah, voilà, on se place dans un cadre de démocratie, on a dit tout à l'heure, voilà, c'est bah, laisser les acteurs déterminer leurs solutions. Mais effectivement, je pense qu'on peut quand même, en tout cas, avoir une posture sur, en tout cas, un engagement sur le type de solution vers lequel on peut, voilà, ça veut pas dire, on peut pas l'imposer, on n'a pas les moyens, mais en tout cas, on peut donner un cadre, en fait, de type d'horizon, en fait, parce que j'aime pas non plus parler de solution, d'horizon vers lequel on veut aller, même si on reste dans un cadre de démocratie. D'autres remarques? Sinon, je prendrai bien deux questions pour terminer. Donner la parole à Sylvie Soave qui a une question et terminer peut-être avec Samuel, parce que j'ai vu que dans le chat, Samuel avait réagi. Oui, bonjour. Sylvie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis enseignante d'agronomie au campus Vert d'Azur d'Antibes et je commence un projet sur 3 ans pour essayer de connecter un réseau d'acteurs autour des transitions agroécologiques en cohérence avec le projet dont Christian a parlé qui s'appelle Perma-Innov. Et moi, j'ai la notion qui me travaille sur le prendre soin, le care. En fait, si on a conscience de la présence d'opposition ou qu'on a la présence, enfin, qu'on est conscient que l'autre existe, est-ce qu'il y a aussi dans des travaux la possibilité de mesurer
euh, la manière dont on interagit avec l'autre et dont on fait attention à l'autre. Dans certains de mes projets, je veux dire, le plaisir de travailler qui émerge quand il y a un collectif, même si les gens au départ avaient une espèce de enfin, de peur de travailler ensemble, qui émerge, est-ce qu'il y a des choses qui permettraient de mesurer ça? La qualité des interactions et ces interactions qui peuvent changer et qui peuvent montrer d'espèces d'empathie où du moins on fait attention, même si on garde des oppositions, mais on fait attention à ce que l'autre ait sa place dans l'écosystème. Voilà. Peut-être une petite réaction rapide. Oui. D'une part, oui, vous pouvez assez facilement, je pense, objectiver le fait qu'il y ait des lieux d'échange, de communication, de célébration qui existent dans certains endroits et pas dans d'autres. Donc ça, c'est déjà une façon assez simple puis vous voyez bien en discutant avec les acteurs d'un territoire comment les uns parlent des autres, s'ils interagissent ou pas ensemble. Et puis il y a une deuxième modalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit apparaître, je pense par exemple à la plaine de Versailles, des espaces de co-construction qui transcendent les espaces institutionnels classiques. Il y a une association qui s'appelle l'Association patrimoniale de la plaine de Versailles. Ça existe aussi dans le Haut-Béarn et à différents endroits, où il y a différents collèges d'acteurs, des élus, des agriculteurs, des représentants de la société civile qui essaient d'identifier les difficultés transversales qui continuent d'exister à l'échelle d'espaces qui dépassent les fragmentations institutionnelles classiques. Donc ça aussi, c'est une façon d'attester qu'il y a bien une façon de prendre soin les uns des autres et des non-humains aussi. Donc il y a bien sûr des référentiels qui pourraient être établis à ce sujet. Merci. Pour garder le temps, je donnerais bien pour terminer la parole à Samuel. J'ai vu qu'il y avait une ou deux mains qui se levaient, mais on va essayer de les garder pour peut-être la session d'après. Samuel, tu nous posais une question pour peut-être clore ce temps Oui. d'échange. Oui, parce qu'on a bien vu au cours de cette table ronde que la notion de territoire, elle est liée à la notion de projet, que le projet implique des acteurs qui peuvent avoir des postures derrière, qui peuvent impliquer du conflit, et que finalement, ça nous implique, nous, en tant que porteurs de projet, une certaine forme de souplesse, de flexibilité, à un petit peu faire des détours, voire à pas savoir trop où on va atterrir, même si on a une idée de la zone. Et finalement, moi, la question que je posais, c'est nous, en tant que porteurs de projet, sur un territoire, comment est-ce qu'on peut savoir si finalement on réussit notre projet? Ah, belle question. Je pense qu'on n'est pas sorti là. Comment on peut se dire les uns les autres puisque vous menez des projets, vous accompagnez des projets, comment est-ce que vous évaluez ça à la fin? Comment vous pouvez dire finalement on a peut-être réussi ou pas? Moi, je dirais que euh, alors, ce qui va dépendre d'un projet à l'autre, ça va être le niveau d'objectif qui pouvait être formulé à la base, en fait. Les objectifs ou l'horizon qu'on se donnait, comme disait Aurélie. Euh, s'il y a s'il y a des choses qui sont précises et claires et partagées, ben, le fait de voir si on a atteint ces objectifs, bah, ça donne automatiquement quelque chose. Donc déjà, le fait qu'il existe un objectif ou un horizon partagé, c'est quelque chose. Après, notre intervention dans des projets, elle est souvent un peu, elle est souvent ponctuelle, plutôt méthodologique. Et du coup, je veux dire, de notre point de vue un peu biaisé, le fait qu'un projet soit réussi, il va être surtout si les gens ont évolué vers la construction de quelque chose de commun. Donc, de mon point de vue de facilitateur, on va dire, c'est ça que moi je vais regarder. Mais ça répond pas, je pense, aux intentions ou aux attentes d'autres types d'acteurs. Donc, je m'arrêterai là. Aurélie?
Ouais, moi je dirais bah, c'est si les acteurs ont appris, ont avancé en fait par rapport à ce qui fait problème pour eux. En fait, s'ils ont commencé à avancer vers une forme de résolution de ce problème, mais voilà, c'est un peu voilà, en repartant à nouveau de ce qui fait problème pour eux, quoi. Et donc là, oui, là, je me dis, bon, bah, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais au moins, ils ont avancé. On a avancé ensemble vers notre horizon et c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, mais ils ont avancé. Ils vont pouvoir, j'espère, continuer à avancer dans cette direction-là. Voilà. Est-ce que Hervé, vous avez un petit mot de fin? Ah, je pense que Hervé nous a peut-être quitté. J'ai vu qu'il y avait des questions sur la comptabilité CARE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose et la prise en compte de cette comptabilité CARE. J'ai vu qu'il y a des questions qui se réveillaient à la fin, mais là, on va être obligé de ne pas les prendre parce que le temps s'écoule et sinon, on va déraper sur le reste. Euh, la comptabilité CARE, ça vous dit quelque chose? Bah, j'ai répondu rapidement dans le chat, mais D'accord. c'est un sujet qu'on a commencé à travailler il y a 4 ans, 5 ans à Tram, avec justement avec cette idée de système complexe, le fait que les agriculteurs soient impliqués dans des enjeux où on leur demande des choses qui concernent pas uniquement leur exploitation, en fait, qui concernent le territoire, qui concernent le poids sur le territoire biophysique ou sur le territoire social, enfin, différents aspects du territoire, et que c'est certainement un outil justement pour mieux rendre compte justement de ce qui est fait en positif ou en négatif sur ces impacts-là. Mais c'est quelque chose qui est lourd et compliqué à mettre en œuvre et qui a, ça, on va dire, le défaut de sa vertu, c'est que ça pousse parfois aussi à à mettre le doigt sur des choses qui font mal en fait chez des agriculteurs. Je pense à un exemple d'une agricultrice qui a travaillé là-dessus un petit peu et qui tout d'un coup, ça lui a fait sauter au nez qu'il y avait que sur certains aspects qui lui paraissaient très vertueux de circuits courts, etc., qu'elle avait mis en place, qu'en fait, elle, c'est quelque chose qui lui était très, très, très coûteux socialement, en fait, parce que ça lui impliquait, enfin, son travail et son implication n'étaient pas du tout reconnus, n'étaient pas du tout valorisés, et que c'est quelque chose qui fonctionnait pas bien. Et donc ça, voilà, ça arrive, ça peut mettre aussi en évidence des faiblesses, quoi. Pas que des bénéfices. Et donc c'est quelque chose qui peut être un peu difficile. Lamia, pour clore, on a 1 minute. Je mets le Si tu veux micro. prendre la Oui, parole. merci Christian. C'était juste pour dire dans les conditions préalables qui étaient en train d'être discutées tout à l'heure, Sylvie parlait du care, du prendre soin. À mon sens, en tout cas nous, c'est ce qu'on expérimente sur le CASDAR Perma-Innov. L'espace dans lequel on réunit les gens pour qu'ils puissent parler entre eux doit être un espace sécurisé où il n'y a pas de jugement de personne déjà. Et moi, personnellement, pour créer justement cet espace sécurisé où tout le monde a le droit à la parole, à s'exprimer, à poser les problèmes tels qu'ils se posent à lui, ça doit être un espace qui est entendu. Donc déjà, il y a tout un travail en amont, préalable, pour préparer ce terrain-là, pour que le travail après de coopération, de co-construction, de dialogue puisse s'établir. Parce que si d'emblée les gens ne se sentent pas en situation sécurisée et qui vont être jugés, etc., bah là, c'est même pas la peine, quoi. La mayonnaise, elle prendra pas et on va trop traîner ça comme un boulet pendant toute la durée du projet. Donc, du coup, moi, j'ai inversé un peu la question en faisant tout de suite le pas de côté. C'est-à-dire que, OK, on a des objectifs, on a une vision, il y a une problématique, mais est-ce que déjà, au préalable, il n'y a pas besoin de collectivement, déjà, de poser des questions de base?
c'est quoi réellement la problématique, comment est-ce qu'on aborde aussi certains concepts, comment on aborde aussi certaines situations territoriales. Est-ce qu'il faut tout de suite les aborder de front ou est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de contournement pour éviter justement les situations comme ça conflictuelles où d'emblée, bah, c'est parti, excusez-moi du terme, un peu en eau de boudin, alors qu'on n'a même pas encore commencé à vraiment rentrer dans le fond du problème. Donc il y a toute cette préparation préalable pour que les gens se sentent en situation de réellement pouvoir coopérer et être à l'écoute les uns des autres. Ça, c'est vraiment pour moi le préalable avant même d'attaquer le projet et avant même de mettre en place bah, les différentes choses qu'on va traiter. Merci Christian. Je garde l'idée de mise en sécurité, en confiance, comme un Exact. préalable ou quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, mais surtout pas l'oublier. Merci à tous, merci à nos trois intervenants, intervenantes, merci pour vos questions. On se donne un quart d'heure de pause, on se dit qu'on reprend à 11h05. À tout de suite pour la deuxième table ronde.